l'examen de biologie, et particulièrement de la microalbuminurie. Bon, je ne sais pas si les étudiants qui l'ont interrogé sont là ou pas, mais ça n'a pas d'importance. Puisqu'elle m'a demandé d'essayer d'apporter une explication un peu plus précise sur la microalbuminurie. Vous vous souvenez de la microalbuminurie? Non? Pas vraiment. La microalbuminurie. Comment? Je n'ai pas entendu. Inférieur à 300. 25. Entre 30 et 300. 30 à 300 milligrammes par 24 heures. Le problème, l'information scientifique qui concerne la microalbuminurie est la suivante. Pour la comprendre, pour mieux comprendre la notion de microalbuminurie, il faut revoir un peu l'histoire de la médecine, de manière générale. La médecine a évolué en fait en 3 phases. Jusqu'au début du siècle passé, jusqu'à 1910, 1920, 1930 à peu près, et avant, c'était une médecine curative. La médecine qui existait à cette époque-là était purement une médecine curative. Donc, les termes, celui qui tombe malade, il allait chez l'apothicaire. L'apothicaire, c'est-à-dire le pharmacien, pour prendre des médicaments, ou bien voir un médecin qui le consultait et lui donnait des médicaments, parce qu'il était malade. Bien entendu, pendant cette période-là, cette première époque de la médecine, il y avait des maladies aiguës et des maladies chroniques, mais qui n'étaient pas bien maîtrisées comme aujourd'hui. Donc les malades, quand ils avaient un problème aigu, ils étaient guéris, mais quand ils avaient un problème chronique, ça traînait, il y avait beaucoup de complications graves, parce qu'encore une fois, à cette époque, il n'y avait ni scanner, ni écho, ni biochimie comme aujourd'hui, etc. Ensuite, la médecine va évoluer d'une médecine curative à une médecine préventive. La médecine préventive, c'est un peu la naissance des vaccins, n'est-ce pas? Les vaccins n'existaient pas à l'époque. Ça fait à peine un siècle, un peu moins d'un siècle, que les vaccins ont commencé à apparaître. Le vaccin contre la tuberculose, contre la variole, contre beaucoup de maladies. Jusqu'à présent, on continue à faire des vaccins. Cette phase, donc, en fait, est apparue pour essayer de prévenir surtout les maladies mortelles qui étaient à l'époque, pas comme aujourd'hui, des maladies infectieuses. Donc cette phase de médecine préventive s'est bien développée et on faisait de la prévention pour éviter aux gens de tomber malades en les vaccinant. Ou en leur donnant quelquefois des médicaments précocement pour leur éviter l'aggravation des maladies infectieuses surtout. Alors, on a connu la médecine curative, la médecine préventive. Nous sommes dans les années 60, donc c'est très récent, et on fait le point. Comment on fait le point? Enfin, le médecin n'est pas un automate, n'est pas un être passif. La médecine est une science dynamique, et donc le médecin est forcément animé d'un dynamisme pour ne pas accepter l'échec. Lequel de vous accepte l'échec? Personne. Dans sa vie, on n'accepte pas l'échec. On refuse l'échec. Et en médecine, on travaille donc en équipe. À l'échelle mondiale, c'est toute une équipe. Il y a des médecins dans tous les pays du monde. Et on se dit, est-ce qu'avec la médecine curative et la médecine préventive, nous arrivons à maîtriser les maladies? Si on n'arrive pas à les maîtriser, on enlève la blouse. C'est plus la peine de faire médecine. On va faire autre chose. Et si nous pouvons les maîtriser, on va se serrer les couilles. Et on a fait le point. Qu'est-ce qu'on a comme moyen
pour soigner les maladies. On a la médecine curative, les médicaments, les connaissances scientifiques et tout. On a les données de la médecine préventive, les vaccins, les connaissances scientifiques. Malheureusement, l'homme, en médecine, s'est trouvé face à un mur en béton. On voit des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des insuffisances rénales chez des enfants, chez des adultes, enfin à tout âge. Le médecin est là, il est très beau avec sa blouse blanche et son stéto, mais c'est du théâtre. Il fait du théâtre. Parce qu'il est devant un malade, mais il fait le well. Il ne comprend rien. Ou même s'il essaie de comprendre, il ne donne pas de résultat. Il est inopérant. Est-ce que ça pourrait plaire à un médecin d'être devant un malade et ne pas savoir diagnostiquer ou ne pas savoir traiter une situation? C'est grave. Celui qui arrive à une situation pareille, je répète encore une fois, il vaut mieux qu'il enlève sa blouse et qu'il aille faire de la restauration ou n'importe quelle autre fonction. Alors, la médecine a commencé à bouger, à se dire, mais mon Dieu, nous avons des médicaments. On a beaucoup de médicaments. On a des connaissances scientifiques. Mais pourquoi les infarctus du myocarde restent fréquents et mortels? Pourquoi il y a toujours des insuffisances rénales, et quand il y a une insuffisance rénale, aucun médecin dans le monde ne peut la stabiliser ou la soigner? Pourquoi il y a toujours des accidents vasculaires cérébraux qui tuent? Et on les voit maintenant comme les infarctus à un âge beaucoup plus jeune. Pourquoi il y a des maladies et des cancers qui sont de plus en plus fréquents, et avec les moyens qu'on a, on n'arrive pas à une fois installé, on ne peut plus l'enlever. Alors, il y a des scientifiques dans le monde qui travaillent, qui disent, qui ne perdent pas leur temps. Et c'est comme ça qu'est apparue la troisième phase de la médecine. Après la médecine curative, la médecine préventive, il y a la médecine prédictive, de prédiction. بالعربية تقولوا تكهن تكهين تكهن excusez-moi donc je le prononce mal تكهين c'est ça, c'est deviner. Bon, mais là on ne fait pas de la prédiction sur une boule de cristal, ou sur des cartes, alors je chauffe que l'avenir non, c'est de la prédiction scientifique. Comment peut-on sauver l'humanité? Comment peut-on sauver l'homme, l'être humain, des maladies? Est-ce qu'on peut lui éviter une insuffisance rénale? Est-ce qu'on peut lui éviter une insuffisance cardiaque? Est-ce qu'on peut lui éviter un accident vasculaire? Est-ce qu'on peut lui éviter un cancer? Moi, je n'ai pas envie de voir le malade venir avec la maladie constituée, la maladie installée. Installée, pas encore facile à gérer. Et si je peux lui éviter de tomber malade, c'est formidable. Et c'est ça qui a donné naissance à la médecine prédictive. Alors, c'est à partir des années 80-90 plutôt, plus précisément, que cette médecine prédictive est apparue. Comment est-elle apparue? Par des facteurs qu'on appelle prédictifs, ou des marqueurs prédictifs. L'exemple pour nous en néphrologie, et vous trouverez d'autres exemples dans les modules de clinique, en gastroentérologie, en neurologie, en cancérologie, etc. Pour la néphrologie, quelle a été la découverte extraordinaire? Alors, ça se passe dans les pays du Nord, donc entre la Suède et le Danemark, ensuite les Pays-Bas. C'est un médecin, un interniste, néphrologue, et diabétologue, pardon, qui soit les diabétiques. Ils soient les diabétiques, et les diabétiques font beaucoup de complications quand ils sont maltraités. Ou même bien traités, ils font quand même des complications. Et il s'est intéressé aux jeunes diabétiques.
qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, très jeunes. Et ils constatent que, effectivement, beaucoup de diabétiques de type 1 qui prennent l'insuline font des complications rénales. Une fois la complication rénale installée, c'est foutu. C'est place. Quand il y a une insuffisance rénale chez un diabétique type 1, à cette époque-là, eh ben, on sait que ces jours ou là, ces mois ou ces années sont comptés. Il va aller à l'insuffisance rénale terminale, l'hémodialyse et il va mourir. Alors, cet auteur s'appelle Karl-Erik Mogensen, suédois d'origine, qui est toujours vivant jusqu'à présent. Alors, il a décidé de faire une étude, une véritable étude, et il a pris des diabétiques de type 1 sous insuline, et il a commencé à faire la chimie des urines, qu'on vous a enseigné récemment. Quand il met la bandelette, c'est négatif. Or, la bandelette que vous connaissez maintenant, qu'on met dans les urines, elle a un seuil. Elle ne détecte pas toutes les protéines. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait la bandelette négative, il prend les urines des diabétiques, près de 400 et quelques diabétiques malades, et il les emmène au laboratoire. Il emmène les urines au laboratoire. Et il leur dit, faites-moi un dosage, au spectrophotomètre, un dosage, la quantité de protéines qu'il y a. La bandelette me dit c'est négatif. Et quand ils font le dosage, ils constatent curieusement qu'il y a des diabétiques qui ont 20 mg, 15 mg, 30, 300, 250, 400, 450. Tous n'avaient pas la même quantité d'albumine dans les urines. Il a compris que la bandelette, elle détecte les protéines ou l'albumine dans les urines seulement à partir de 300 mg. Quand un malade vient consulter chez vous, et s'il a de l'albumine dans les urines, mais moins de 300 mg, vous mettez la bandelette, elle devient négative. Parce que la bandelette, si vous comprenez bien ce que je dis, la bandelette, quand il y a de l'albumine moins de 300 mg, vous la mettez, elle ne détecte pas. Le carré, c'est des substances chimiques qu'on met dans la bandelette et qui détectent, qui réagissent avec l'albumine. Quand il y a moins de 300 mg, aucune réaction. Alors, il a commencé à mesurer l'albumine dans les urines de ces diabétiques. Et il a suivi pendant 5 années ces diabétiques. Et qu'est-ce qu'il a observé? Eh bien, tous les diabétiques chez qui il a trouvé au départ une albumine très faible, moins de 30, ont bien évolué, n'ont pas fait d'insuffisance rénale. Et curieusement, tous ceux qui avaient une albuminurie plus de 30, eh ben, ont fini par faire au bout de 3 à 4 ans une insuffisance rénale. Donc, c'est dit. À partir de là, on va parler non pas d'albuminurie ou protéinurie, on va parler de microalbumine, qui n'est pas détectée par la bandelette. Et les valeurs normales sont de 30 à 300 mg. En sachant que la médecine, la science médicale, nous dit que l'être humain normal élimine de l'albumine dans les urines. Élimine à l'état normal, mais un maximum de combien? De 20 mg. Donc jusqu'à 20 mg, c'est physiologique. Entre 20 et 30, quelle est l'attitude aujourd'hui? Ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif. Généralement, quand on a un malade qui a une albuminurie entre 20 et 30, on le met en surveillance, en recontrôlant 3 mois après, tous les 3 mois, pour voir s'il va évoluer vers le positif ou vers le négatif. Parce qu'une petite infection urinaire, une asthénie intense peut entraîner une fuite d'albumine au-delà de 20, mais sans dépasser les 30. Au-delà de 30 et plus, c'est une microalbuminurie positive. Donc, grâce à Karl-Erik Mogensen, aujourd'hui, dans les bouquins, dans les revues, sur Internet, vous tapez microalbuminurie et vous allez revoir l'histoire de Karl-Erik Mogensen sur les diabétiques. Alors,
il a commencé à partir des années 92-93 à publier pour le corps médical du monde entier, pour leur dire, écoutez, si vous avez un diabétique, faites-lui la bandelette. Si elle est négative, il n'y a pas d'albumine, faites-lui un dosage de la microalbumine urinaire. S'il revient entre 30 et 60, elle est positive, donc il faut le traiter, il faut mettre un médicament. En général, ce qu'on appelle les inhibiteurs de progression, l'IEC. Et ça va lui effacer la microalbumine. Et donc, il ne fera pas d'atteinte rénale. Vous voyez, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il a découvert comment sauver les vies humaines. Comment sauver des diabétiques de l'insuffisance rénale. Dans les années qui ont suivi, 95-96, d'autres scientifiques en Allemagne, au Canada, au Japon, un peu dans le monde, ont cherché à répondre à la même question chez les non-diabétiques, les hypertendus, les obèses, les hépatites. J'ai un malade, il n'est pas diabétique. Eh bien, on découvre de façon extraordinaire les mêmes conclusions. On prend un hypertendu, il n'est pas du tout diabétique. En dose de microalbuminurie, il a, par exemple, on va dire 80, 90 000. Ah, elle est positive. Eh bien, ce malade, si on ne le traite pas, il va aggraver son hypertension et faire des complications, infarctus ou AVC. Donc, la microalbuminurie est devenue un marqueur prédictif. Mais vous me corrigez si je ne prononce pas, ce qui va arriver au malade. Et donc, si j'ai le marqueur prédictif aujourd'hui, je le traite. Si je traite, mais c'est bon. C'est comme si je vous disais, écoutez, vous, mademoiselle, dans 3 semaines, vous allez faire une bronchite ou une bronchopneumonie. Vous êtes très bien aujourd'hui, mais dans 3 semaines, vous allez faire une bronchopneumonie. Alors, si je vous donne un traitement maintenant, vous n'allez pas la faire. Qui ne veut pas accepter? Ça serait trop beau. On n'a pas encore découvert les marqueurs prédictifs de ce type de maladie. Mais l'insuffisance rénale, elle tue beaucoup de malades diabétiques, des hypertendus et même dans la population générale. Alors, la microalbuminurie est devenue un marqueur prédictif. L'histoire n'est pas finie. 97-98, en Angleterre, c'est un cardiologue qui s'appelle Viberti, et il s'intéresse à la question, il découvre, il lit, il voit que la découverte de la microalbuminurie a été extraordinaire, aussi bien chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Et tant cardiologue, il s'est dit, et les infarctus? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un rapport? Et il fait la même étude que Mogensen chez les diabétiques. Et il découvre que, curieusement, des malades qui ne sont pas diabétiques, ou qui le sont, qui ne sont pas hypertendus, et d'autres qui le sont, et d'autres qui n'ont ni l'un ni l'autre. Et il va étudier la microalbuminurie dans la population générale de la Grande-Bretagne. Une grande population et 2 autres populations en Europe. Et il découvre, par des mécanismes qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui, que, curieusement, les personnes adultes, quand elles ont une microalbuminurie positive, eh bien, dans les 5 à 8 ans après, ils font un infarctus ou un AVC. En 2000-2001, je ne vous dis pas, toutes les revues américaines, européennes, de top, de haut niveau, les grands experts, commencent à parler de ça et à étudier chacun dans son pays cette notion-là. Et on a découvert, juste après, 2001-2002, que même pour les accidents vasculaires cérébraux. Alors, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, la microalbuminurie est devenue un marqueur prédictif, de l'insuffisance rénale, de la néphropathie, un marqueur prédictif de l'infarctus et un marqueur prédictif de l'accident vasculaire cérébral. On ne sait pas aujourd'hui encore expliquer le mécanisme qu'il y a entre la fuite d'albumine dans les urines et la survenue d'un infarctus. Mais la médecine et la science est en plein développement, L'explication viendra tôt ou tard, on trouvera l'explication.
c'est certain, à condition que vous continuez à lire régulièrement, mais sur les papiers surtout, in English than in French, parce que très peu de gens communiquent en français, et l'écrasante majorité, dans tous les pays du monde, les gens communiquent in English. So, vous devez poursuivre cette question. D'abord, vous allez le faire chez vos malades. Tout malade qui vient consulter chez vous et qui a une tare cardiovasculaire ou rénale ou métabolique, il faut lui demander la microalbuminurie. En 2001, le dosage de la microalbuminurie coûtait près de 2 millions de centimes en dinars. Et elle ne se faisait pas partout, elle se faisait qu'à Alger. Aujourd'hui, la microalbuminurie se fait partout. Tous les laboratoires privés, même au CHU, on l'a fait. Mais surtout les privés. Et ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte pas 320 000 ou 15 000 balles. Vous sachez que je ne sais même pas combien, mais en tout cas, ça ne coûte pas cher. Et vous pouvez le demander à tous vos malades. Voici l'histoire de la médecine, ou l'histoire de la microalbuminurie à travers l'histoire de la médecine. Est-ce que vous l'avez saisie? C'est bien. Elle est belle, cette histoire. Oui. Juste aussi, on a un patient qui a une microalbuminurie. Comment on va faire la différence? Est-ce que on va suspecter une insuffisance rénale ou bien un IDM? Vous ne pouvez pas suspecter. Non. Vous allez dire, vous allez raisonner pour le malade. Vous ne pouvez pas le dire au malade. Ça serait grave de dire au malade, non, soit parce qu'en psychiatrie, il faut que dans bon, dans votre raisonnement scientifique ou avec vos collègues, vous dites j'ai une microalbuminurie chez un malade, donc il va faire une néphropathie. S'il est diabétique, donc il a toutes les chances de faire une néphropathie d'abord. D'accord? Ou bien il va faire un infarctus. Ou même à 9-10 ans, il va faire un AVC. Ça, c'est un pronostic scientifique, mais qui n'est pas valable à 100%. Il faut être un moblet. Il faut se mettre bien d'accord. Donc, ça prédit, ça vous permet de prédire qu'il va faire une atteinte rénale ou bien un infarctus. Là, vous ne pouvez pas savoir. Ou un AVC. Dans 80% des cas, dans 90% des cas, 70% des cas, ça dépend des populations, des pays où nous sommes. Mais ce qui est sûr, ça reste scientifiquement un marqueur prédictif qui vous autorise à prédire la chose. Dans tous les cas, le traitement est le même. Ça ne vous sert à rien de savoir aider l'infarctus ou l'AVC. Il faut traiter la microalbuminurie. Et la microalbuminurie, aujourd'hui, elle a son traitement. D'accord? Vous allez le faire dans le module de clinique, de néphrologie et aussi de cardiologie. Ce sont les inhibiteurs d'enzymes de conversion et les aradopes, antagonistes de l'angiotensin 2. C'est ce qu'on donne à un malade qui a une microalbuminurie positive. D'accord? Maintenant, quand vous mettez la bandelette, elle est positive, c'est pas la peine d'aller chercher la microalbuminurie, c'est pas logique. J'ai vu des médecins demander microalbuminurie chez des malades qui ont 2 croix de protéines à la bandelette. C'est ridicule. Elle est déjà positive, elle est de micro, elle est déjà macro. C'est logique, non? Voilà. Donc, voilà un peu l'explication globale qui répondrait éventuellement à la question qui a été posée à ma collègue. Encore une fois, la microalbuminurie est un excellent marqueur prédictif. Dans notre cas, on parle d'atteinte rénale, donc de la néphropathie, chez le diabétique comme chez le non-diabétique. Et entre 20 et 30, ça reste un sujet qui n'est pas considéré comme positif, parce qu'il y a des faux positifs, mais ni comme normal, c'est pas des malades pathologiques, mais malades à contrôler. À contrôler périodiquement, tous les 3 mois, et peut s'améliorer, tout va disparaître, c'est la main, au revoir. Si ça se positif, là, vous mettez le traitement. C'est clair? Bien. Et là, on va clôturer avec les 5 grands en néphrologie. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, en médecine toujours, de manière générale, tout organe peut être malade. Et la maladie de chaque organe, elle peut être primitive, c'est l'organe qui tombe malade. Ou bien les secondaires, l'organe il subit les conséquences d'une autre maladie. Pour ce qui nous concerne, donc, sur cette observation, on va dire que le rein, ou les syndromes qu'on peut observer en néphrologie, font du rein soit un rein victime, parce qu'il y a une maladie générale qui va s'attaquer au rein pour attraper.
puisqu'il est sur son petit coin, il fait son boulot, sa physiologie, mais il est attaqué par une maladie de système, un cancer, une maladie métabolique, une infection, etc. Enfin, mais il y a d'autres situations, toujours parmi les maladies rénales, où l'organisme est en bonne santé, mais c'est le rein qui tombe malade. Et quand il tombe malade, il va s'attaquer à l'organisme de façon générale. Alors, donc, gardez ce raisonnement devant toute néphropathie que vous voyez, quel que soit le service où vous êtes. En orthopédie, en gastro, en pneumo, en infectieux, on vous dit il y a un malade qui a une glomérulonéphrite ou une néphropathie X. Alors, il faut l'analyser par rapport à ce qu'il a comme maladie générale ou s'il n'a pas, est-ce qu'elle est primitive ou secondaire. Mais d'une manière générale, comment d'abord détecter la néphropathie? Qu'est-ce qui vous permet de détecter la néphropathie? Eh bien, c'est un ensemble de symptômes. Un ensemble de symptômes, ça fait un syndrome. Et ceci nous amène donc à connaître les syndromes glomérulaires et les syndromes tubulo-interstitiels. Tout malade ayant une maladie rénale, il a soit un syndrome glomérulaire, soit un syndrome tubulo-interstitiel. Il n'y a pas d'autre chose. C'est là ou là. Et en fréquence statistique, 90% des néphropathies, c'est des syndromes glomérulaires. Et à peine 10%, c'est des syndromes tubulo-interstitiels. Donc déjà, si vous raisonnez avec la fréquence, le malade il a une néphropathie, c'est le plus probable, ce serait un syndrome glomérulaire. D'accord? Mais nous allons voir ensemble comment diagnostiquer un syndrome glomérulaire pour dire qu'il y a une néphropathie. D'accord? Et là, les syndromes glomérulaires se distinguent en syndrome néphritique et néphrotique. Vous savez comment on fait la différence? Oui. Comment? Non? Oui, enfin oui et non. La protéine. La protéine. Oui. D'accord? Comment elle est dans le néphrotique? Supérieur à 3 grammes par mètre à Très bien. Alors vous voyez en fait maintenant, et c'est un secret qui est percé. Un secret du rein qui est percé. Souvenez-vous, au tout premier cours, ce que je vous disais. Le rein est très profond, il n'est pas accessible aux médecins. Donc vous êtes loin de moi, mais je veux tout savoir sur vous. Vous qui êtes là-bas, mais je veux pour vous connaître, vous êtes loin. Je ne peux pas vous accéder avec mon stéthoscope ou avec mes mains. Alors, je vais chercher les marqueurs biologiques et les marqueurs radiologiques. Et cliniques aussi. Clinique, c'est la duresse, la miction. Biologique, vous les connaissez maintenant. Et radiologique. Et là, avec ces trois éléments, vous devez savoir exactement qui vous êtes. Vous êtes le rein, vous êtes en profondeur. Et grâce à ça, on va voir comment chercher un syndrome rénal, un syndrome de néphropathie, un syndrome de néphropathie qu'on appelle un syndrome glomérulaire. Alors, les syndromes néphrotiques, vous allez les faire en clinique. Ils ne sont pas très compliqués, mais ce qu'il faut savoir,
général, en néphrologie, que faut-il savoir? Tout peut commencer par une glomérulonéphrie aiguë. En général, une néphropathie commence toujours par une phase aiguë. Chez tout le monde, dans la population générale. Cette glomérulonéphrie aiguë, qu'on appelle aussi syndrome néphritique, vous la découvrez, vous la diagnostiquez. Vous allez traiter votre malade. Il est sauvé. Donc vous passez à côté. Ou bien le malade ne va pas consulter. Ou bien vous l'avez vu, mais vous l'avez mal traité. Inévitablement, cette glomérulonéphrie aiguë, ce syndrome néphritique, va évoluer le plus souvent vers une GNC, c'est-à-dire une glomérulonéphrie chronique. Et quelquefois vers un syndrome néphritique. Une arrivée au stade chronique, on ne peut plus revenir en arrière, malheureusement. La médecine actuelle, au XXIe siècle, 2017, n'a pas encore les moyens de faire la marche arrière. On a tous les moyens pour traiter à ce niveau, mais on n'a pas les moyens de venir de face de la chronique à l'aigu, enfin, ou à la phase normale. Donc, le rôle du médecin est de traiter le malade pour le stabiliser dans les meilleures conditions à cette phase-là, chronique. Et s'il vous échappe ou s'il complique, il va faire une insuffisance rénale chronique qui va aller vers l'hémodialyse. C'est généralement totalement irréversible, à 100% irréversible. Comme certaines GNA, vous le verrez dans nos visites cliniques, quand elles sont sévères, elles vont évoluer, quand elles ne sont pas bien traitées aussi, elles vont aller directement vers l'insuffisance rénale chronique. C'est vous dire l'importance du diagnostic de la glomérulonéphrie aiguë, c'est-à-dire le syndrome néphritique. Tout médecin, quel qu'il soit, généraliste ou spécialiste, quelle que soit sa spécialité, même s'il fait de la psychologie, médecin psychologue, il doit systématiquement explorer la fonction rénale chez tout individu. Et la fonction rénale, elle est facile. C'est une chimie des urines avec une créatinine sanguine. Les glomérulonéphries aiguës sont nombreuses. Sont très nombreuses. On va prendre la forme la plus fréquente. Une forme de glomérulonéphrie. Un exemple. En fait, elles se ressemblent toutes, sauf en clinique. Mais c'est la forme où il y a beaucoup de symptômes et à partir de laquelle vous pouvez diagnostiquer n'importe quelle glomérulonéphrie. On va prendre la forme la plus fréquente, c'est la post-infectieuse ou post-streptococcique. D'accord? À partir de là, vous pouvez déduire ou aller vers les types de glomérulonéphrie. Cette glomérulonéphrie post-infectieuse, elle évolue en trois phases. Une phase d'infection, une phase de latence et une phase d'état. Alors, la phase d'infection, généralement, c'est des infections, dans la majorité des cas, dans 80% des cas ou 2/3 des cas, c'est des infections post-ORL. Donc, c'est des otites, des angines, des rhinites, surtout les angines, puisqu'elles sont fréquentes, chez nous comme ailleurs. Et dans de rares cas, c'est des infections périphériques, cutanées, articulaires ou autres. Toujours est-il qu'il y a une infection, d'où la nécessité, on revient à au premier coup, de poser la question quels sont ces antécédents précoces et anciens, récents ou anciens. On voit la phase de latence. Cette phase de latence s'explique, vous qui avez fait déjà de l'immunologie. On est infecté, le corps va mettre un certain temps pour que ces lymphocytes A, T et B réagissent, les T avec les anticorps, les T avec les mémoires et les primaires. Cette phase de latence, elle peut durer de 1 à 4 semaines après l'infection que voici. Pendant cette phase de latence,
il y a un emballement du système immunitaire qui fait que le sujet qui a une glomérulonéphrie ne va pas avoir beaucoup de symptômes, n'a aucun symptôme, ni urinaire, ni rien, tout est normal, sauf qu'il est anormalement fatigué. Une asthénie non justifiée, inexpliquée, doit vous faire penser à une glomérulonéphrie. Il n'a qu'une asthénie. À l'extrême, il peut manquer d'appétit. Et on arrive à la phase d'état. Alors, la phase d'état va se traduire comment? Elle va se traduire par plusieurs syndromes en même temps. D'accord? Nous, on va les découper pour mieux les étudier. Mais sachez que tout ce qu'on va voir comme syndrome, les syndromes de la phase d'état, surviennent en même temps. Donc, il y a des signes d'infection. On verra, il y a des signes cardiologiques, il y a des signes hémodynamiques. D'abord, les signes d'infection ou syndrome d'infection. Le malade, après avoir fait une infection, quand il ORL cutanée, surtout ORL, après 2-3 semaines, là, il commence à développer de la fièvre. Mais ce n'est pas une grande fièvre, c'est un fébricule. C'est important. Un fébricule et une fièvre n'ont pas la même signification. D'accord? Donc un fébricule, c'est généralement secondaire à une réaction immunitaire qui a réagi sur une infection. Une fièvre, c'est généralement une bactériémie violente, avec une anémie. L'anémie a une origine inflammatoire parce qu'il y a des réactions inflammatoires au niveau de la gorge ou de la sphère orale. Biologiquement, vous analysez le sang. Les examens pour le syndrome infectieux sont connus. C'est la VS, vitesse sédimentation, qui est accélérée. Les gamma-globulines, vous connaissez. Très bien, il est logique qu'il soit élevé, puisque c'est des immunoglobulines. Et le complément hémolytique 50 qui est bas. Pourquoi il est bas? Par consommation. Donc il est consommé, donc il est diminué. Les ASO, ASK et ASO, vous connaissez. Antistreptolycine O qui sont élevés, plus de 300 unités. ASK, c'est quoi? Et ASH. Ah, la bactériose. Vous l'avez survolé. Non, ou bien vous ne l'avez pas fait. Non. L'année dernière, j'ai dit ASK alors qu'il y avait saprolose. Malheureusement, ils ont perdu. Bref. C'est antistreptokinase et antistreptohyaluronidase. Ça, c'est les enzymes du streptocoque qu'on va trouver dans le sang du malade. Antistreptokinase et antistreptohyaluronidase, qui sont aussi élevés, donc les enzymes du streptocoque, parce que nous sommes en train d'étudier la glomérulonéphrie post-streptococcique. Et si on fait un prélèvement de gorge dans le cas d'une angine, bien sûr, on va trouver du streptocoque. D'accord? Bien. On va voir l'infection avec les œdèmes. Donc il y a le syndrome infectieux et le syndrome œdémateux. Les œdèmes, ce sont des œdèmes au niveau du visage, de la face, au niveau des paupières, des malléoles, des chevilles, en bas, les pieds, la région lombaire. Et bref, ces œdèmes peuvent exister partout, peuvent exister uniquement au niveau d'un endroit, par exemple les paupières uniquement. Ça ne veut pas dire qu'il faut trouver des œdèmes partout, non. On peut les trouver partout comme on peut les trouver localisés à un seul endroit. Mais ils ont une particularité quand ils sont périphériques, ils sont blancs, les œdèmes rénaux que vous connaissez. Voilà, blanc mou, gardant le côté et bilatéral. Ils ne sont pas unilatérales comme dans les sciences cardiaques ou
dans certaines cirrhoses. Et ces œdèmes vont se traduire chez le malade par une augmentation du poids. Quand les malades surveillent leur poids régulièrement, ils vont constater qu'ils ont augmenté d'un demi-kilo, même jusqu'à 1 kilo de plus par rapport au poids habituel. Si le malade est hospitalisé, on pèse les malades chaque semaine et vous allez constater que le malade va augmenter de poids. Vous voyez l'augmenter de poids? Rétention d'eau, exactement. Alors, là, le syndrome infectieux, le syndrome infectieux. Voici des exemples. Regardez ça. Vous voyez ici, à gauche, les paupières sont infiltrées. En fait, on a tous des pseudos, des faux syndromes glomérulonéphriques le matin quand on se réveille. Oui ou non? Quand vous vous réveillez la nuit et le matin, après avoir mal dormi, on a les yeux un peu fermés, les paupières gonflées, on est en train de faire ça, ça ne part pas, il faut attendre un peu, peut-être ça disparaît. Chez le néphritique, donc dans la glomérulonéphrique, ces œdèmes palpébraux durent tout le temps, 24 sur 24, ils ne disparaissent pas. Voilà. Là, le visage, c'est très discret. Ne vous attendez pas à l'œdème comme ça. Il faut avoir l'œil clinique. Là, je vois, je dis non, on ne voit pas d'œdème. Et pourtant, je fais des poches, petites poches. Les pieds aussi, surtout regardez en bas. C'est pas très net en haut, mais c'est très net en bas. Vous avez les orteils? Encore faut-il enlever les chaussures, mais les chaussettes au malade pour l'examiner. Quand on fait d'abord médecine, on déshabille le malade. Et à la simple inspection, ça prend une seconde. J'ai bien une seconde. Hop, le coup d'œil, c'est enflé. C'est un petit peu enflé. Donc, il y a des œdèmes, il y a un syndrome d'émateux. Le démateux, en même temps, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome urinaire. Comment il va se traduire, ce syndrome urinaire? Alors, on demande au malade de récolter les urines dans un bocal et on va trouver qu'il a une oligurie, c'est-à-dire une urèse inférieure à 500. À 500 cc, exactement. Avec des urines foncées, des urines presque noires. On dit que c'est des urines qui ressemblent au mac de café. C'est quoi le mac de café? On ne prononce pas le R, c'est pas le mac. On dit ici, on dit mac. Sans prononcer le R, mac de café. C'est quoi le mac de café des femmes, pas les hommes? Hein, c'est la ria. C'est le wa, voilà. On en a plus de wa. Je ne dirai pas parce que bon. Maintenant, c'est des tresses, capsules. Mais, parce que le mac de café, il est sombre. Et quand on mélange à de l'eau, on dirait des urines de glomérulonéphrique aiguë, des urines d'un syndrome néphritique. La protéinurie, elle est obligatoirement inférieure à 3 grammes. D'accord? Bon, elle est non sélective parce que l'albumine, les globules, tout passe dans les urines. Voilà. Avec une hématurie qui est microscopique, c'est-à-dire les urines, on ne voit pas. Il n'y a pas de sang dans les urines, à l'œil nu. Mais vous mettez la bande de lait, il y a une fois ou 2 fois de sang qui vont revenir. Donc, vous confirmez qu'il y a une protéinurie avec une hématurie. Et vous quantifiez au laboratoire la protéinurie, et le labo va vous dire il y a 1,5 gramme ou 2 grammes, ça dépend des malades. Ok? Et surtout, les cylindres hématiques. Vous avez fait les cylindres? Bien. Les cylindres hématiques, il faut comprendre une chose. Ils sont pathognomoniques, très significatifs de l'origine glomérulaire d'une hématurie. En d'autres termes, un malade a une hématurie, il a du sang dans les urines, microscopique ou macroscopique. On va demander un sédiment urinaire. S'il y a des cylindres hématiques, vous pouvez fermer les 2 yeux, les 2 oreilles, la tête et dire cette hématurie, elle est d'origine glomérulaire. S'il n'y a pas de cylindre hématique, l'hématurie peut être de n'importe quelle origine. Du bassinet, de l'urtère, de la vessie, c'est clair. Mais quand elle est d'origine glomérulaire,
L'hématurie est d'origine, les signes hématiques, signe encore une fois d'origine hématique. Le sodium urinaire est diminué. Why? Pourquoi? La nature est basse. Hein? Ça c'est doucement, de loin. J'ai pas entendu. J'ai entendu plusieurs voix qui a parlé. Rétention? À quel niveau il y a la rétention d'eau? Tubulaire. À quel niveau? Parlez. Hein? Plus fort. Visite le liquide extracellulaire. C'est bien, il y a une rétention d'eau. C'est pas un examen, il n'y a pas de. N'ayez pas peur, parlez. Non, on est là pour discuter, hein, très sympathiquement. Donc, vous avez dit tubulaire. Glomérulaire. Ah, tissulaire. Ah, il y a une rétention d'eau au niveau tissulaire qui fait les œdèmes. C'est ça? Et donc, rétention de sodium. l'œdème qui était À quel niveau? perte de protéines. Quel Perte de tubule? protéines. Toute la pression Proximal ou collecteur? Collecteur. Pourquoi collecteur? La DH, oui. Se font au niveau de l'os de LA. Donc c'est là où il y a une rétention de sodium qui explique l'hyponatriurèse, s'il vous plaît. C'est ça? Je répète, vous me dites oui ou non? C'est ça? Bien. Mais alors, pourquoi le sodium est retenu par l'os de LA? Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi le sodium? Pourquoi l'os de LA, subitement, elle se met à retenir le sodium? Qu'est-ce qui la pousse à faire ça? Vous avez compris? Monsieur, on peut voir l'autre explication. Vu qu'il y a un syndrome glomérulaire, ce qui fait qu'il y a une perte. Donc il y a sécrétion d'ADH et rétention. Alors, un syndrome glomérulaire, il y a une perte de quoi? De protéines. Perte de protéines. Perte de protéines. La perte de protéines va assurer la sécrétion d'ADH. Non. Diminution de la pression oncotique. Ah, d'accord. Donc la pression Si la pression oncotique diminue, on va augmenter. La sécrétion d'ADH pour. C'est la relation pression. Voilà, d'accord, j'ai compris votre explication. Et vous? La diminution du taux des protéines. Diminution des protéines, du taux de protéines à quel niveau? Niveau sanguin, dans l'urine. L'excrétion. Vous avez dit diminution du taux de protéines. Vous avez dit à quel niveau? Au niveau sanguin. Pardon? Au niveau sanguin. Ah, au niveau sanguin, d'accord. Diminution de la pression oncotique. Diminution de la pression oncotique, très bien. Oui? De la pression hydrostatique. Non. Je suis fait l'impasse. J'ai le feu rouge. Vous n'avez pas votre permis. Alors, on va raisonner. Oui? Alors, à ce stade. Lui, ensuite, lui. Alhamdulillah. Pourquoi? Fuite de quoi? Pardon? De plasma. Oui? S'il vous plaît. Il faut l'écouter. Est-ce qu'il raconte des salades, il dit n'importe quoi? Ou là, il dit des choses intelligentes, on va lui donner le prix Nobel. D'accord. La partie initiale du tubule, donc elle va engendrer une sécrétion d'aldostéron qui réabsorbe. À quel niveau l'aldostéron réabsorbe le sodium? Distal. Bien, l'explication est vraie, mais en partie. Bon, on ne va pas trop discuter longtemps. Le raisonnement, il est très simple. Le malade, il a des œdèmes. D'accord? Les œdèmes, c'est de l'eau dans les tissus. Jusque-là, vous êtes d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il dit je ne suis pas d'accord. Ah, on discute. On est tous du même côté. Le jour d'examen, on ne sera pas du même côté. Bref. Donc, il y a des œdèmes au niveau des tissus. Les œdèmes, c'est de l'eau. D'où vient l'eau? Il vient des milieux vasculaires. Donc, les milieux vasculaires, ils perdent de l'eau qui va dans les tissus. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une hypovolémie. Il y a une hypovolémie. Quand est-ce qu'on fait une hypovolémie? Soit que je vomis énormément, j'urine beaucoup, ou j'ai de la diarrhée. Là, je perds à l'extérieur.
Mais on peut perdre de l'eau à l'intérieur. Comment? L'eau dans le sang va passer dans les tissus, c'est des œdèmes. Donc je suis en hypovolémie. Quand on est en hypovolémie, les volorécepteurs sont stimulés et donc sécrétion de, on va vers le système rénine-angiotensine, de rénine, ensuite angiotensine, ensuite sécrétion d'aldostérone qui va au niveau du tube distal retenir le sodium et l'eau, en fait retenir de l'eau, mais comme l'eau et le sel se suivent jalousement, l'eau suit toujours le sel et vice-versa, sauf pour la DH. Donc, tube distal, l'aldostérone va retenir l'eau et le sel, et donc le sodium dans les urines va diminuer. Et cette eau et sel va revenir aggraver les œdèmes. Donc il y a un hyperaldostéronisme secondaire. D'accord? On n'a pas primaire, au primitif. C'est clair? Oui, oui. Ici, on a expliqué la cause. Enfin, on a expliqué l'anastosie qui a diminué avec les œdèmes. C'est l'origine de la sécrétion d'aldostérone. C'est ça. Mais est-ce que ces œdèmes ne sont pas causés justement par le rein? Non, ils sont causés par la diminution de la pression oncotique, votre collègue l'a dit. Le malade, quand vous perdez de l'albumine, des protéines, d'accord? Votre pression oncotique partout dans l'organisme, elle va diminuer. Qu'est-ce qui entretient la pression oncotique? Au niveau capillaire, vasculaire, partout. C'est les protéines. D'accord? Vous suivez? On va fermer justement. Ok. Alors, donc ça, c'est un syndrome urinaire qui est associé au syndrome œdémateux, associé au syndrome infectieux. Bien. Le syndrome cardiovasculaire avec une insuffisance rénale. Le syndrome cardiovasculaire, ces malades qui ont un syndrome néphritique ou glomérulonéphrite aiguë vont, quand ils ne sont pas traités et pris en charge, ils vont finir par développer une hypertension systolo-diastolique. Systolo-diastolique, pourquoi? Dû à la rénine, dû à l'angiotensine elle-même, qui est le plus gros vasoconstricteur d'organisme, voilà, et plus la rétention d'eau, en fait. Donc, ils peuvent faire une rétention d'eau qui fait l'hypertension systolique, pas essentielle. Et si on ne les traite pas, ça peut s'aggraver. Ils peuvent faire un œdème aigu du poumon. D'accord? Avec éventuellement un accident vasculaire cérébral dû à l'hypertension artérielle, ça. Voilà. C'est vous dire que la pompe cardiaque, elle gère, mais à un moment donné, elle ne peut plus gérer. Si le malade est âgé, il peut même faire un infarctus. Enfin, une insuffisance rénale. Il y a obligatoirement une insuffisance rénale. Pourquoi? Le malade est en oligurie. Déjà, la peste aduraise vous autorise à dire il y a une insuffisance rénale. Elle est fonctionnelle, mais il y a une insuffisance rénale. Elle est secondaire. Elle est secondaire à la rétention d'eau et de sel par l'hyperaldostéronisme. D'accord? Qui est secondaire à la perte d'albumine. Elle est fonctionnelle le plus souvent, avec une urée élevée, une créatine sanguine élevée. Dès l'instant où vous apportez de l'albumine au malade, par voie sanguine, tout ça va disparaître. Bien sûr, et mieux encore, si vous traitez le malade pour arrêter la fuite d'albumine au niveau du rein. Vous voyez qu'en fait, à cause d'un élément, l'albumine, vous voyez que comment l'albumine, l'individu il est serein, tranquille, en train de prendre son café à la terrasse, et puis le hasard a fait qu'il se met à perdre de l'albumine dans les urines. Et bien, au bout de 4 à 5 semaines, chaque jour il perd, 24 sur 24, il perd des petites quantités, au bout de 4-5 semaines. Et bien, cette perte d'albumine va entraîner tout ce désastre-là qu'on vient de voir. Donc, c'est l'hypovolémie, l'hyperaldostéronisme secondaire, la rétention d'eau et de sel, l'oligurie, l'insuffisance rénale fonctionnelle et éventuellement une hypertension avec des complications cardiovasculaires. Voici pour voilà la GNA. Donc, la conclusion. Quand est-ce que vous pouvez diagnostiquer une GNA? N'importe où. Au sommet de la montagne, dans un couloir qui sort. Donc, vous pouvez le diagnostiquer. Parce que vous n'avez pas besoin de scanner qui est c'est hématurie, protéinurie avec œdème. Un malade qui a des œdèmes fait une chimie des urines. Il a protéinurie, hématurie,
Fermez encore une fois les yeux, les oreilles, la tête, c'est une glomérulonéphrie. De quelle origine est-elle? On verra ça après. De quelle nature est-elle? On verra ça après. Mais ce qui est sûr, il y a une néphropathie glomérulaire, c'est une glomérulonéphrie, c'est un syndrome néphritique. Donc il est urgent d'agir pour éviter le pire au malade, tout en cherchant la cause, bien s'il y a des origines infectieuses ou d'une autre cause externe. Bien entendu, il est important de mesurer la tension artérielle. Si vous trouvez une tension artérielle élevée, vous confirmez à 200% le diagnostic. Encore une fois, protéinurie, hématurie avec œdème égale glomérulonéphrie ou syndrome néphritique. Est-ce que c'est clair? Celui qui n'a pas compris maintenant, et s'il ne dit pas, c'est tant pis pour lui. Une fois qu'on traverse la porte, tout vous pouvez métier se retrouve à contre-vue, comme dans les films policiers américains. Voilà. Alors, on passe maintenant au syndrome tubulo-interstitiel. Bien. Syndrome tubulo-interstitiel. C'est facile. Bon, c'est vrai que c'est rare, mais ça existe. Je dis ça existe, c'est plus ou moins fréquent, même chez nous, surtout chez nous. C'est des syndromes ou tubulaires ou tubulo-interstitiels. C'est ça ou ça en même temps. Bien. Donc, on parle de néphrite tubulo-interstitielle, on parle de tubulopathie. Gardez en tête ces deux noms. Le malade peut avoir une tubulopathie ou bien une néphrite tubulo-interstitielle. Quand est-ce qu'on parle de pyélonéphrite? On parle de pyélonéphrite lorsque la néphrite tubulo-interstitielle est d'origine infectieuse. Tout bêtement. Ça, c'est le secret de la sémiologie, du vocabulaire médical. Quand la néphrite tubulo-interstitielle est d'origine infectieuse, bactérienne, on ne dit pas j'ai une néphrite tubulo-interstitielle d'origine bactérienne. Je dis le malade il a une pyélonéphrite. Ça veut dire que quand vous communiquez entre médecins, verbalement, par téléphone ou par courrier, dès l'instant où vous dites j'ai un malade que je vous envoie, il a une néphrite tubulo-interstitielle, moi je reçois votre malade, je comprends que cette néphrite tubulo-interstitielle, elle est de n'importe quelle étiologie sauf bactérienne. Parce que vous m'avez dit néphrite tubulo-interstitielle. Si vous me dites, monsieur, je vous envoie un malade qui a une pyélonéphrite, donc je comprends que c'est une néphrite tubulo-interstitielle que vous avez confirmé qu'elle est d'origine bactérienne. C'est clair? Vocabulaire, c'est biologique, banal. Les tubulopathies, c'est les tubulopathies. C'est ce qu'on voit rapidement. Voilà, pour que vous compreniez. La tubulopathie, d'accord, c'est le tubule. Et la néphrite tubulo-interstitielle, c'est l'interstition qu'il y a entre les vaisseaux et le tubule. D'accord? Qui va, tout ça est malade. Voilà. Imaginez, tout ce qu'il y a entre les vaisseaux et les tubules est infecté ou bien est malade. Pas forcément infecté. Infecté que le néphrite, il n'est pas infecté, c'est une néphrite tubulo-interstitielle. Normalement, on le voit ici aussi. Voici un capillaire, l'espace interstitiel et la membrane tubulaire. Un l'espace, quand il est malade, on parle de néphrite tubulo-interstitielle. C'est bon. Alors, comment se présente la clinique des néphrites tubulo-interstitielles? Comment fait-on le diagnostic? Par rapport au glomérule. On a vu le glomérule tout à l'heure. Maintenant, on voit le tubule. Pardon, on voit le tissu tubulo-interstitiel, pas le tubule. C'est une inflammation, même une fibrose du tissu entre les vaisseaux et le tubule. D'accord? Qui va se traduire avec une leucocyturie. On peut avoir une leucocyturie sans bactéries. Quand avec ou sans bactéries. Il y a des bactéries, c'est une néphrite. Il n'y a pas de bactéries, on a une leucocyturie abactérienne ou sans bactéries et ça reste une néphrite tubulo-interstitielle. Voilà, ça j'ai déjà dit. Alors, les origines. L'origine des néphrites tubulo-interstitielles. Je parle des néphrites tubulo-interstitielles
mais pas des pyélonéphrite. Vous allez faire les pyélonéphrite en module de clinique. Maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, ça va être l'électrite interstitielle aiguë d'origine infectieuse. Pyélonéphrite aiguë. Nous, on va parler de pyélonéphrite, encore une fois, néphrite interstitielle, qui ne sont pas infectieuses. C'est la question que j'ai soulevée au premier cours, quand je vous ai dit, vous donnez des médicaments, quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit votre future spécialité ou non spécialité. Dès l'instant où vous avez le diplôme de docteur en médecine, vous êtes déjà prescripteur, vous allez l'être même avant. Donc tout médicament est métabolisé par le foie et éliminé par le rein. En sortant par le rein, le risque c'est le glomérules, mais c'est aussi le tissu tubulo-interstitiel. Je vous ai raconté, je ne sais pas si je vous ai raconté ou pas, l'histoire, la belle histoire des années 50 en fait, qui s'est passée en Suisse. Et la Suisse était, elle le reste jusqu'à présent, réputée pour une chose. Pourquoi elle est réputée? Bon, pour les banques Relena, en dehors des banques. En quoi la Suisse est réputée? La Suisse est réputée. Des choses que vous aimez beaucoup les femmes. Les hommes aussi, remarquez. Chocolat. Chocolat. Mais les Français, je suis à l'école, quoi encore? Les montres, exactement. La Suisse a toujours été réputée pour ses montres. Sauf que les montres aujourd'hui sont toutes électroniques, n'est-ce pas? Même si vous changez une pile, 30 secondes et vous partez. Mais demandez à vos parents ou à vos grands-parents s'ils sont encore vivants. Les montres avant, jusqu'aux années 60, moi personnellement j'ai fonctionné avec, je connais jusqu'aux années 80, c'était des montres à remontoir. Ça, comme ça m'arrive, il faut la remonter. Chaque soir, dans vos dents, on la change annuellement. À partir des années 80, ça s'est un peu numérisé, modernisé. On a enlevé les remontoirs, ça n'existe plus maintenant, sauf dans les musées. On a mis des piles. Mais avant cette période, donc les montres, donc, dans tous les pays, on fabriquait des montres, mais surtout en Suisse. On montait les montres manuellement. Ils mettaient les usines de montres, les employés remuaient des binoculaires et il toute la montre avec ses yeux et ses mains. Et il laissait le remontoir et ensuite il passe à la suivante et ainsi de suite. Donc, du matin au soir, ils ont les yeux concentrés avec les binoculaires ou un monoculaire pour monter la montre. Les montres, voilà, les montres. Et puis, curieusement, donc, dans les années 58-59, on constate un début d'absentéisme des employés des usines de montres. Curieusement, un absentéisme dans les usines de montres, mais pas aussi important que dans les autres entreprises. Parce qu'il n'y avait pas que les montres, il y avait beaucoup d'usines en Suisse. Et on s'est dit, c'est pas normal. Donc l'équipe des médecins de la médecine du travail a été faire l'enquête pour chercher pourquoi il y a un absentéisme aussi important, progressif, au fil des années. Et il a atteint un taux exorbitant. Et curieusement, en voyant dans les dossiers, pourquoi il est absent? Il faut une raison médicale. Et alors, il voit que l'écrasante majorité des employés étaient absents pour des problèmes de reins. Et l'enquête va jusqu'aux malades. Et on découvre que beaucoup d'employés, avaient des néphrites tubulo-interstitielles. C'est pas logique. Est-ce que c'est les montres? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce qu'ils prennent quelque chose pendant le travail? Et l'enquête a été loin. On a découvert que presque tous prenaient un médicament, l'équivalent du Doliprane aujourd'hui, qui s'appelait la phénacétine. Et il travaille, il n'a pas le droit de s'arrêter comme ça. Donc, à force de concentrer ses yeux, il développe des céphalées. D'ailleurs, c'est surtout quand vous de réviser par exemple l'examen néphro, au bout d'un quart d'heure, c'est bon, vous êtes épuisé. Donc vous avez des céphalées, un quart d'heure. Bon, maintenant, c'est après des jours où on va concentrer avec vous. Et donc, pour ne pas s'arrêter, il prenait l'antalgique.
Il n'y avait pas de Doliprane à l'époque. Je vous dis, c'était la phénacétine. On fait l'étude, des études épidémiologiques, et on découvre que ces malades ont surconsommé de la phénacétine, qui a induit une néphrite tubulo-interstitielle qui était devenue presque irréversible et ont conduit à l'insuffisance rénale chez la plupart. Donc, le médicament a été retiré du marché. Bien entendu, c'est vous dire que, j'ai cité l'exemple de la phénacétine, il y a de belles histoires comme ça sur pas mal de médicaments qui ont entraîné une néphrite tubulo-interstitielle. Donc, quand vous donnez un médicament, soyez prudent. Vous devez le donner. Vous devez traiter les malades. Mais attention à la fonction rénale chez les individus. Donc, dans le tableau de néphrite tubulo-interstitielle aiguë, il y a généralement une fièvre oscillante, des frissons, des douleurs lombaires. Et là, ce n'est pas des douleurs de colique néphrétique que vous avez. En chat. C'est des douleurs lombaires, d'accord, de façon bilatérale et non pas unilatérale. C'est la colique néphrétique est plus fréquemment unilatérale. Les douleurs lombaires, en arabe ils disent Mislani. En fait, Mislani c'est la région lombaire et c'est bilatéral avec des brûlures mixolaires et des mixtions impérieuses quand c'est d'origine infectieuse et pour la pénurie dans tous les cas. Les urines sont troubles quand c'est d'origine infectieuse, le malade peut avoir même une pyurie. Et là, s'il y a une pyurie, c'est une pyélonéphrite à coup sûr. D'accord? Quand vous avez un malade qui a une pyurie, Du peu dans les urines. oui, le tableau clinique. Ah non, c'est le cas d'une néphrite tubulo-interstitielle qui n'est pas d'origine infectieuse. Oui, c'est ça. Quand c'est la néphrite tubulo-interstitielle, posez la question. La néphrite tubulo-interstitielle, soit elle est d'origine infectieuse, soit elle n'est pas d'origine infectieuse. Alors, elle est de quelle origine? Elle peut être d'origine médicamenteuse. Premier, d'origine toxique. Les gens qui travaillent l'or, qui travaillent le plomb, qui travaillent dans le zinc, ces gens-là peuvent, s'il vous plaît, et c'est bon, mais je vais toujours avec vous. Avec moi, vous avez 1 heure, donc, alors, donc, toutes ces substances-là peuvent être toxiques pour le tissu tubulo-interstitiel et faire des néphrite tubulo-interstitielle. En dehors de l'infection, du médicament, d'accord, du produit toxique, les néphrites tubulo-interstitielles sont immunoallergiques. Parce que les réactions immunologiques s'attaquent aux glomérules par le complexe antigène-anticorps. Mais les mêmes complexes peuvent aussi s'attaquer au tissu interstitiel par le phénomène d'excrétion. Parce qu'au niveau du tube, souvenez-vous en physiologie, le plus gros passage c'est le glomérule. Mais les vaisseaux ils font de l'excrétion aussi tubulaire. À ce niveau-là, les réactions immunologiques peuvent vous faire déclencher une néphrite tubulo-interstitielle. Vous avez compris? Donc la néphrite tubulo-interstitielle a plusieurs visages, c'est-à-dire plusieurs étiologies possibles. Le tableau clinique que je présente là, c'est un tableau clinique global, prédominant dans les causes les plus fréquentes, c'est les causes infectieuses. Voilà. Voici les causes, elles sont citées ici. D'accord? Sans rentrer dans le détail. Vous allez les voir plus en détail dans le module de clinique. Hein? D'accord? Et puis, alors, la douleur lombaire, la déshydratation, là, le thème brunâtre. Donc, c'est des malades, surtout quand c'est une pulmonéphrite plus qu'une néphrite tubulo-interstitielle, de manière générale, ils brunissent, ils deviennent bruns. On dirait qu'ils ont été au sucre. Quand vous les voyez, ils crèvent ça. Quand quelqu'un devient brun, sa peau commence à devenir réellement brun foncé, là, il faut évoquer une pyélonéphrite chez lui ou une néphrite tubulo-interstitielle d'origine infectieuse. La polyurie, il y a un dégât au niveau des tubules, donc toute la physiologie que vous connaissez au niveau de réabsorption est foutue. Et tout ce qui entre dans le globule va sortir sans être réabsorbé, expliquant la polyurie des malades. La natriurèse, donc le sodium, il rentre dans le glomérule, il est réabsorbé, vous avez dit tout à l'heure par l'once de La. Là, il rentre dans le glomérule, il n'y a plus de once de La.
tout le sodium sort dans les urines et ça vous fait une natriurése très importante. Et donc, est-ce qu'ils ont des œdèmes, ces malades? Non, jamais. Donc, au contraire, ils sont déshydratés. D'accord? Vous voyez la différence entre un syndrome glomérulaire et un syndrome tubulo-interstitiel. Alors, protéinurie, elle est fréquente, mais surtout protéinurie encore. Elles sont pathologiques, mais pas aussi importantes que le glomérule. D'accord? C'est de faire protéinurie. Pas du tout. C'est un teint brunâtre qui est limité pratiquement au visage, et pas au corps. On pense, on n'a pas d'explication solide, médico-thèse que vous trouvez dans les livres de néphrologie, que la MSH, c'est l'hormone mélaноtrope qu'on a, elle est activée quand on perd beaucoup de sodium, quand on perd beaucoup d'eau. Et or, cette MSH, c'est ça qui donne la couleur de la peau, surtout au visage. Alors, au niveau des mains, c'est rare, ça peut exister. En d'autres termes, c'est des zones découvertes, surtout quand c'est que la MSH elle est activée par les rayons UV plutôt que le résultat est protégé, couvert. J'ai répondu à votre question? Alors, dans le sédiment urinaire, on va trouver des cylindres leucocytaires avec des leucocyturies, voire même une hématurie, mais sans cylindre hématique. Là, vous pouvez avoir une hématurie, d'accord, avec protéinurie. Si vous faites le sédiment urinaire, il n'y a pas de cylindre hématique. Donc la protéinurie hématurie n'est pas d'origine glomérulaire. Et il ne reste qu'une seule étiologie, c'est tubulo-interstitiel. Vous voyez comment elle est belle la médecine. Comment on sait, on peut jongler avec des données scientifiques dont nous disposons aujourd'hui pour aller vers un diagnostic et sauver un malade. Voilà. Les néphrites maintenant tubulaires. Là, les néphrites tubulaires, c'est uniquement le tubule. Le tissu interstitiel n'est pas concerné du tout. Les vaisseaux, du tout. Ces néphrites tubulaires ou ces tubulopathies sont généralement, la grande majorité, congénitales ou héréditaires, survenant à un âge jeune. Donc, on va les voir surtout dans quel service? En pédiatrie. D'accord? C'est très rare qu'un adulte arrive à l'adolescence ou à vie jeune avec une tubulopathie. On a vu très peu de cas en médecine interne. Parce que nous, en médecine interne, on les prend en charge à partir de l'âge de 15 ans. Moins de 15 ans, c'est la pédiatrie. Bien. Quelles sont les tubulopathies qu'on connaît? La plus fréquente, c'est le syndrome de Tony Debré-Fanconi. Tony Debré-Fanconi, c'est 3 médecins, 3 auteurs, qui ont décrit dans des endroits différents le même syndrome. Alors, le collège de médecine en Europe a décidé donc d'attribuer ce syndrome à ces 3 auteurs en le faisant appeler le syndrome de tubulopathie proximale, plutôt on va décider d'appeler le syndrome de Tony Debré et Fanconi. Il se traduit comment? Il se traduit par plusieurs diabètes. D'accord? Le diabète, vous connaissez. Vous connaissez le diabète sucré. Comment? Type 1 et type 2, c'est ça. Et le diabète phosphaté, alors c'est quoi? Cette définition du diabète, c'est de perdre à partir du corps. C'est pas le diabète phosphaté, c'est du perdre de phosphate. Alors, c'est de perdre, oui. C'est bien, non, vous y êtes, mais soyez plus complet. Le mot diabète, que veut dire le mot diabète en fait, au sens étymologique? Alors, on a appris le mot en arabe, étymologie, c'est mushtaq, c'est ça? C'est-à-dire l'origine du mot. Voilà, l'origine grecque du mot diabète. Diabète veut dire se faire. Vous connaissez beaucoup se faire, passoire. Vous avez tous des passoires à la maison? Non, parce que vous avez ou vous n'avez pas? Qui n'a pas, hésite. Il n'y a pas qui n'a pas. Et Mandouche, c'est qu'il est diabétique. Dans la tête, bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez remplir une passoire à la cuisine? Non. Eh bien, les médecins grecs, Démétrios, un grec, ils voyaient cette maladie. C'était 3 siècles avant Jésus-Christ.
C'était vraiment l'ancienne médecine. Il recevait des malades qui consultaient chez lui, en Grèce, et puis il voyait que c'est des malades qui buvaient et puis qui pissaient tout. Donc en fait, il s'est dit, c'est incroyable, leur corps n'arrive pas à garder ce qu'ils boivent. Donc c'est des passoires. Donc c'est des diabètes. Enfin, de mot passant avec diabète. Vous allez certainement en Grèce, vous lui dites, dans une quincaillerie, donnez-moi un diabète, ça fait une passoire. Vous allez en France demander diabète, vous en en psychiatre. Bon, pas dans une quincaillerie, bien sûr. Donc, le mot, et ensuite, diabète est devenu en français, langue latine, diabète, et les anglo-saxons ont gardé l'appellation étymologique diabetes. Donc, le mot diabète veut dire encore une fois passoire. Donc, quelqu'un, même moi, ou vous ma femme, je vous dis, diabète est mort. C'est-à-dire tout ce qui rentre par là, donc, un diabète est mort. Un diabète cérébral. Vous avez compris l'expression. Donc, le mot diabète, quand on dit donc diabète phosphaté, c'est un peu ce que vous avez dit. Donc, diabète phosphaté, c'est l'organisme qui ne garde plus son phosphate. Diabète rénal, c'est le diabète c'est le sujet qui ne garde plus le glucose au niveau du rein. D'accord ? Le diabète sucré, maintenant, c'est autre chose. Le diabète sucré, on dit diabète tout court parce que diabète sucré, c'est 95% de tous les diabètes qu'on connaît. Il y a le diabète calcique, diabète phosphocalcique, diabète phosphaté, diabète aminoacidurique. Tout ça, c'est à peine 5% des diabètes. 95% c'est des diabètes sucrés. Donc, en médecine, quand on dit diabète, ça sous-entend sucré. Si vous voulez parler d'un autre diabète, il faut spécifier. J'ai un diabète, il n'est pas sucré, enfin j'ai un diabète phosphaté. D'accord ? Bref, c'est clair. Donc, dans le syndrome tonique de Fanconi, c'est une tubulopathie proximale, subcontonée proximale, qui est complètement altérée et qui ne garde plus rien, il n'y a plus de réabsorption. Et par conséquent, c'est dans les urines, on a beaucoup de phosphate, on a beaucoup d'acides aminés qui ne sont plus réabsorbés, on a une glycosurie, parce que le glucose, à 90%, à l'état physiologique, à l'état normal, 90% du glucose rentre dans le glomérule, il est réabsorbé par le proximal, en totalité. Mais si le proximal ne peut plus réabsorber, donc le malade n'a pas un diabète sucré, mais si vous faites la chimie des urines, il a 3 croix de glucose. Vous allez penser qu'il a un diabète sucré. Vous dosez la glycémie, elle est normale. D'accord ? Bref. Donc, c'est des glucosuries normoglycémiques. Plus une fuite des électrolytes, comme le bicarbonate, le sodium, etc. Alors, ça, c'est le degré Fanconi. J'ai presque fini. Le diabète rénal. Alors, vous connaissez le diabète rénal, vous l'avez ici, je pense, en physiologie. Oui. Donc c'est un peu comme dans le syndrome, dans le tonique de Fanconi, il y a un diabète rénal. D'accord ? Dans le degré Fanconi, il y a un diabète rénal. Mais il y a des gens qui viennent consulter chez vous pour seulement, chez lesquels vous allez diagnostiquer uniquement et strictement le diabète rénal. Chimie des urines, 3 croix, 2 croix, 5 croix. Glycémie normale. Répétez 3 ou 4 fois. Donc vous pouvez confirmer que c'est une tubulopathie proximale qu'on appelle diabète rénal. La cystinurie, c'est aussi l'élimination anormale de cystine et ça va entraîner des conséquences osseuses, cartilagineuses et quelquefois même au niveau des tissus conjonctifs. La cystine est très importante pour les métabolismes de ces tissus-là. Et c'est des malades qui perdent la cystine. Le diabète insipide, ça vous connaissez. Mais il y a combien de types ? Il y a le diabète insipide. Central et périphérique. Le central et le périphérique qui est le néphrogène. On dit périphérique, on dit néphrogène. Donc dans ce cas-là, l'ADH est tout à fait normal, mais c'est le tube collecteur qui est génétiquement altéré. Et c'est des malades qui ont des polyuries, sans être diabétiques, sans avoir d'hypercalcémie, sans avoir une autre étiologie du polyurie. Voilà, on fait la clairance, alors vous ferez un endocrino principe. Le diabète insipide, on calcule la clairance de l'eau libre et on confirme le diagnostic de diabète insipide. En principe, la clairance de l'eau libre est en physiologie. Oui. Souviens. Ah, la physio, c'est parti. Manila. Les acidoses tubulaires distales aussi,
c'est des malades qui se plaignent souvent de brûlures mixonnées sans infection et de nicturie sans infection quand on fait la chimie des urines ou la biochimie des urines. Ils ont un pH urinaire alcalin. Ça, à la vente, on peut avoir le pH. Généralement, le pH est légèrement acide, mais là, vous allez trouver vraiment un pH franchement alcalin. Un pH franchement alcalin chez un malade qui a des troubles mixonels, systématiquement, il faut lui faire un ionogramme complet des urines. Vous allez trouver du calcium élevé et beaucoup d'autres oligo-éléments. Bon, ça c'est juste pour votre culture, c'est tout. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les syndromes glomérulaires, tubulo-interstitiels, tubulaires. Voilà, donc si les cours vont vous être placés bientôt, ce week-end je pense très rapidement, dans le site web. Je rappelle encore une fois, il n'y aura pas de polycopier, puisque maintenant il y a le site web, il faut se numériser. Cette chose se fait en Europe depuis très longtemps, nous sommes les derniers à l'avoir fait. Donc c'est vraiment moche de faire le tirage, la pagination, vous êtes très très nombreux en plus. Donc vous aurez le cours entier, avec quelques commentaires, et puis je ne sais pas s'il y a un feedback sur le site, il faut que je pose la question à Professeur Kitouni. Dans le cas où vous avez des questions, vous pouvez nous les poser à travers le site. S'il n'y a pas un forum de discussion à travers le site, là, vous venez nous voir au service. Bye bye.